le plus grand escroc de tous les temps. Il a fait plus de 250 vols illégalement dans plus de 26 pays. Tout au long de sa carrière, il s'est fait passer pour un pilote d'avion, un juge, un médecin et un prof de sociologie. Et tout ça à partir de 16 ans. Tout va bien. Il s'est fait rechercher dans plus de 4 continents par le FBI, la police française, la police des États-Unis d'Amérique. C'est réellement l'un des plus grands escrocs de tous les temps. Laissez-moi vous présenter Frank Abagnale Jr. Bon, vous avez vu que j'ai un petit peu envoyé le paquet sur l'intro, mais je vous jure que Frank, il a une histoire absolument mais incroyable. Réellement, quand j'ai fait mes recherches et j'ai regardé un petit peu son histoire, j'ai cru que c'était une blague. Le gars, mais... De toute façon, vous allez voir, c'est incroyable. Écoutez, on y va tout de suite pour le plus grand escroc de tous les temps. C'est parti. Alors Frank Abagnale Jr, il a un petit peu un prénom long. Du coup, on va juste l'appeler Frank et ça ira très bien comme ça. Frank est né le 27 avril 1948 à Bronxville, dans une banlieue de New York. Alors Frank, durant son enfance, on n'a pas trop de dossiers sur lui. Il vit son enfance assez normalement, plutôt calmement et agréablement. Mais jusqu'au jour où ses parents vont divorcer. Et Frank, cette séparation, ça va tellement lui faire du mal que pendant qu'il est au tribunal pour gérer cette affaire de succession, il va décider de se barrer du tribunal tout simplement. À 16 ans, il part donc du tribunal et il part donc de la maison familiale où il a été élevé. Frank commence déjà sa première filouterie à 16 ans, mais vous allez voir, ça va monter crescendo. Frank, il décide donc de partir dans New York avec seulement 200 $ en poche. Et vous vous doutez bien qu'il peut pas vivre seulement avec 200 $, donc il va bien sûr travailler normalement comme tous les New-Yorkais. Pas du tout. Il va décider de commencer sa première escroquerie. Et cette première escroquerie, il va la faire sur qui? Sur son père, que bien sûr il admire énormément. Pas à nous Frank. Cette première escroquerie, il faut l'avouer, elle est assez bien pensée de la part de Frank. Alors ce qu'il va faire, il va appeler son père et il va lui dire: ouais papa, j'ai pas trop d'argent et il faut que j'achète une voiture. Parce que je travaille honnêtement, tu sais, il me faut une petite voiture. Donc si tu pouvais m'envoyer ta carte bleue pour que je l'achète, ça serait vraiment exceptionnel. J'ai pas d'argent papa. Son père, très généreux, lui décide d'envoyer la carte. Il aurait peut-être pas dû. Il aurait peut-être pas dû l'envoyer la carte. Mais c'est trop tard, il lui envoie la carte. Et c'est là que le stratagème prend place. C'est assez compliqué, mais en gros, il va voir un garagiste et il va lui dire: écoute, j'ai une carte bancaire là. Viens, on fait jour qu'avec cette carte bancaire, j'achète des pièces de la voiture, donc des pneus, un pare-choc, des vitres, des essuie-glaces, que tu veux, on s'en fout. N'importe quoi, mais tu notes sur cette carte le nom des pièces, mais en fait, on va pas les acheter ces pièces. On va juste récupérer l'argent et on va faire moitié-moitié. Et le garagiste là, il va dire: non, je suis quelqu'un de sérieux, je fraude pas. Pas du tout, pas du tout, il va frauder sans problème. Et là, le père de Frank, il voit moins 2000 € pour une voiture. Il se dit: bon, c'est normal. Sauf qu'en fait, ces 2000 €, c'est son fils et le garagiste qui se les partagent entre eux, ils font un petit marché. Et après, il va voir moins 200 € pour un moteur, moins 100 € pour des roues. Bon, là, il va dire: normal, la voiture, elle doit pas très bien marcher, elle coûte pas très cher, c'est normal. Donc, en fait, à chaque fois, ces sous, c'est le garagiste et Frank qui se les partagent en prétendant acheter bien sûr des pièces. Assez bien pensé. Non, faut être honnête, c'est assez bien pensé, mais c'est pas très cool. Tu fais ça sur ton père que t'admires alors qu'il te fait confiance. Et ce petit stratagème va durer jusqu'à empocher 3400 $. À l'époque, c'est plutôt pas mal pour un petit gars comme ça. Et là, Frank, bien sûr, il s'est dit: bon, j'ai fait une escroquerie, je vais m'arrêter là quand même, c'était pas cool de faire ça sur mon père. Pas du tout, encore une fois. Il va passer à une seconde escroquerie, et celle-ci, mon pote, elle est absolument magistrale, vous allez le voir. Deuxième arnaque, et Frank, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Pilote de ligne. Il a absolument aucun diplôme et aucune connaissance, qu'on soit d'accord. Mesdames et messieurs, sachez que le pilote conduit actuellement sans les mains. Et là vous allez me dire: c'est trop gros, on devient pas pilote de ligne du jour au lendemain comme ça. Mais non, en fait ce qu'il va faire pour prétendre être pilote de ligne, c'est que il va voir des hauts placés de la Panam Airlines, donc c'est le nom de la compagnie, et il va dire: ouais, je fais un petit stage pour l'école, est-ce que vous pouvez me dire plein d'infos sur les pilotes de ligne, ça m'intéresse pour mon école. Frank: pas à nous Frank. Mais en fait il va noter ça juste pour lui et pour apprendre toutes ses compétences. Et donc le chef de ligne, il est super content. Il se dit: waouh, il y a plein de petits jeunes qui s'intéressent à mon métier, trop cool, je vais lui dire plein de trucs. Et donc là il arrive, il dit: ouais, on touche ça par mois, je fais ça dans ma vie, quand on est pilote de ligne on a le droit à ça, on fait ça. Et là Frank il se régale, il note absolument tout ce que le chef lui dit et il va tout retenir. Oui, parce que Frank c'est pas un débile, il a quand même 142 QI, donc il retient assez bien les choses. Frank il a maintenant toutes les compétences pour être pilote de ligne, mais il a pas les diplômes, il a pas la tenue et il a pas le prestige. Donc première chose, la tenue. Comment Frank va avoir sa tenue? Il va essayer de négocier une tenue auprès d'un gars qui connaît. Non, pas du tout. Il va prendre le numéro de téléphone de la Panam Airlines, il va dire: oui, je suis chauffeur, est-ce que vous pouvez me renvoyer une tenue, la mienne est sale. Pas de souci, allez dans un magasin juste à côté d'ici qui travaille avec la Panam et on va vous livrer une tenue flambant neuve. Ouais, parce que Frank, sa carrière, il va la construire sur le culot incroyable. Donc là, il a la tenue, il a les compétences, mais il reste plus qu'à monter dans l'avion pour être pilote, et oui. Et qu'est-ce qu'il fait pour monter dans l'avion? Il va à un aéroport, il regarde tous les vols qui l'intéressent, il en prend un, et il dit: ouais, je suis le pilote de ce vol, laissez-moi y aller, merci. Et là, la petite hôtesse, elle se pose pas de questions, elle voit un jeune et beau pilote, elle dit: allez-y, sans problème. Bon, j'ai dit pilote, mais il sera en fait globalement copilote, parce que pour être pilote, faut quand même pas mal de compétences, et lui, il les a pas tellement, quoi. Il a les compétences techniques, mais dès qu'il s'agit de prendre l'avion en main, c'est un peu moyen. Je comprends pas.
Pourtant, j'ai bien pris à gauche au nuage. Hein. Du coup, il est très souvent copilote, mais au bout d'un moment, le copilote, faut qu'il rentre en action des fois pour prendre la manœuvre. Et Franck, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh ben, il active le pilote automatique. En fait, t'as l'impression que tout est simple dans ce qu'il fait, mais ça marche, c'est ça qui est incroyable. Et là, Franck, il va se faire plaisir, il va aller dans plein de destinations différentes, il va loger dans des hôtels 5 étoiles, il va manger des trucs incroyables, il vit la belle vie, Franck. Et au total, il participera donc à 250 vols dans 23 pays différents. Et tout ça entre 16 et 18 ans. Mais comment ça, il fait ça entre 16 et 18 ans? Moi, j'ai 16 ans, j'ai le bac l'année prochaine, je sais pas quoi faire. Lui, il conduit des avions sur 250 vols, c'est quoi ce bordel? Bon, après, j'ai une photo de lui à 16 ans, Franck, on dirait qu'il a 50 ans. Mais ça aide, du coup, ça aide et il en profite et il a raison. Et là, on est en droit de se poser une question. Pourquoi il a voulu faire pilote spécifiquement? Franck, il a décidé d'être pilote de ligne parce que quand on est pilote de ligne, eh ben, on peut encaisser des faux chèques très facilement. Et ça, Franck, il l'avait calculé sans problème. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que tout au long de son aventure de pilote ou de copilote, il va faire des faux chèques complètement bidons de la part de la compagnie à son nom. Et quand il va être au guichet et qu'il va être habillé en pilote, il va dire j'ai des chèques à faire prendre, s'il vous plaît, prenez-les. La guichetière, elle dit oui, sans problème, je vous prends le chèque, monsieur Abucknell, sans problème. Et Franck, du coup, il se barre parce qu'il était à la limite de se faire choper. Ah, et Franck, à ce moment-là, il s'embête. Il a de l'argent et tout, il pourrait très bien s'arrêter, mais il a complètement pris goût à l'escroquerie. Et donc, qu'est-ce qu'il va décider de faire après avoir été pilote de ligne? Pédiatre. Pourquoi pédiatre? Je suis pas allé lui demander. Pourquoi pédiatre, je sais pas, mais il va décider de faire pédiatre. Et là, on peut encore se poser la question de se dire comment on devient pédiatre sans diplôme et sans aucune compétence. Mais Franck, c'est un malin. Quand il était pilote, il s'était fait très pote avec un médecin et à chaque fois, il allait voir ce médecin, il allait voir la clinique du médecin. Et Franck, il allait souvent à cette clinique et du coup, tout le monde l'adorait. Le jeune pilote qui discute avec tout le monde, qui a du bagou, qui fait des connaissances. Si bien que cet hôpital, eh ben, il va proposer à Franck de devenir pédiatre sans aucune compétence. Et devient plus précisément chef des internes. Donc, c'est-à-dire qu'il supervise les jeunes qui vont devenir futurs pédiatre. Et là, Franck, vous vous doutez bien, mais il a aucune compétence en tant que médecin. Et donc, à chaque fois qu'on lui demande de soigner des gens, quoi, il dit mais non, laissez faire les internes, ça va leur montrer des choses. Moi, je vous regarde, laissez faire les internes. Parce qu'en fait, il savait rien faire, hein, c'est pour ça. Et à un moment, quand c'était indispensable qu'il intervienne pour soigner un bébé, il a pas réussi et le bébé a subi une hypoxie. Donc, en gros, il était tout gonflé, tout pas bien, quoi, tout bleu. Et là, ça peut pas passer. Le chef des internes qui n'arrive pas à soigner un bébé, ça passe pas du tout. Et du coup, Franck, il se barre avant qu'il y ait plus de suspicion envers lui. Et là, on se dit, mais comment c'est possible qu'à chaque fois il trouve un nouveau métier, il se fasse jamais prendre par la police et en simultané il fait toujours des faux chèques. Il a qu'à mettre l'uniforme de pilote, aller à un guichet et prendre des sous sans problème. Et ça va pas tarder à faire venir le FBI. Et là ça y est, c'est terminé, t'as le FBI sur le dos, c'est la plus grande organisation contre le crime au monde, t'es forcément mort. Pas du tout. Franck il a moins de 20 ans mais il s'en fout. Le FBI il se le met dans la poche à chaque fois. Le FBI il monte des stratagèmes pour l'arrêter, Franck il les déjoue sans aucun problème. Ça passe toujours entre les mailles du filet. Vraiment Franck c'est une machine. Il faut bien se dire qu'à ce moment-là, Franck il est poursuivi par le FBI dans tous les États-Unis carrément, parce qu'en simultané bien sûr il a encaissé plein de faux chèques et il a fait plein de trucs frauduleux. Et le montant de tous ces faux chèques encaissés, ça équivaut à plus de 2 millions d'euros. Et 2 millions d'euros à l'époque c'est pas mal, hein. Surtout à 20 ans. Les gars, il a 20 ans à ce moment-là, il a fait tout ça à 20 ans. Et il reste qu'une seule solution, se barrer des États-Unis. Et Franck il va aller en France, à Montpellier. Bah bien sûr, Montpellier c'est la base, on connaît. Mais en soi il est pas allé en France par hasard, hein. Son père lui c'est un ricain et il avait rencontré sa mère pendant la guerre en France et du coup ils ont filé tous les deux aux États-Unis. Mais sa mère reste une Française, donc Franck a encore une petite attache à la France et il décide donc d'y aller. Bon là il n'y a pas de suspense, déjà qu'il était poursuivi de partout aux États-Unis et par le FBI, il s'est jamais fait prendre. Alors en France il va pas se reprendre, il va faire une carrière d'escroc, il va voler la Joconde à la fin, c'est pas possible. Et devinez quoi? Il va se faire choper. Bien sûr, il va se faire choper par la police française. Déjà, le FBI, ça vaut absolument rien. La France, c'est bien mieux, et ouais. Il va être condamné à 1 an de prison dans la prison de Perpignan. Mais il va faire que 6 mois de prison pour finalement aller en Suède pour se faire juger. Pourquoi la Suède? Peut-être parce qu'il y a 12 pays différents qui demandaient que Franck soit jugé parce qu'il avait tellement fait de dingueries que tout le monde voulait l'éclater. Et à ce moment-là, c'est game over. Il va être extradé aux États-Unis pour pouvoir être jugé là-bas. Et je peux vous dire que il va prendre cher. Donc il est dans l'avion pour aller aux États-Unis, il y a les agents du FBI qui sont à côté de lui pour l'accompagner, il est mort. À moins que Franck va dire aux agents à côté de lui, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais me chier dessus. Where are the toilets, please? Au fond du couloir à gauche. Vous suivez les mouches. Et là les agents ils se disent bah on va le laisser aller aux toilettes, de toute façon il est dans un avion, il peut pas aller bien loin. Sauf que Franck ce malin il va attendre que l'avion soit en train d'atterrir pour soulever la trappe des toilettes et se suspendre à l'avion tout simplement pendant qu'il est en train d'atterrir.
Je vous jure que j'invente rien, c'est réellement arrivé. Je vous ai dit que c'était le plus grand escroc de tous les temps, j'ai pas menti les gars. Donc Franck, il saute de l'avion pendant qu'il est en vol, il profite d'un léger brouillard pour filer sur la piste et passer au-dessus de la barrière. À ce moment-là, il est aux États-Unis et là pour le coup, il va vraiment se faire choper et il va être condamné à 12 ans de prison. Il va donc faire 5 ans de prison jusqu'au jour où le FBI va lui proposer de travailler pour eux. Parce qu'en effet, Franck, n'oubliez pas qu'il a fait des faux chèques toute sa vie, c'est un faussaire incroyable, il connaît les magouilles comme personne. Et le FBI, ils aimeraient bien choper les gens qui font les magouilles. Et du coup, ils se disent, plutôt que d'avoir le plus grand magouilleur en prison, on va l'utiliser pour démasquer les autres petits magouilleurs en gros quoi. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot magouilleur, ça veut rien dire. Et Franck il accepte parce que s'il travaille avec le FBI, il sera en liberté conditionnelle et sera donc plus en prison. Et Franck bien sûr c'est un vieux briscard, il connaît toutes les vieilles méthodes, il va aider le FBI comme personne. Grâce à Franck, le FBI va donc arrêter plein de petits escrocs. Franck il va proposer en simultané aux banques elles-mêmes de leur aider à se prévenir des faux chèques de l'escroquerie quoi. Et les banques acceptent et ils sont choqués du résultat. Franck, il connaît tout, les banques se font plus arnaquer par personne. Franck, il est omniscient, il a dans sa main le FBI et de l'autre côté les banques des États-Unis. Il est incroyable. Donc faut bien se dire que Franck, de ses 16 ans jusqu'à ses 20 ans, il va faire tout ce qui est possible et imaginable. La vie de riche, le FBI, les banques, enfin, et tout ça avant 30 ans. Chapeau Franck. Et à l'heure d'aujourd'hui, Franck il est encore en vie. Et j'aimerais vous dire qu'il est absolument ruiné, que tout le monde le déteste, mais c'est même pas ça. Il est multimillionnaire. Il fait des vidéos de 14 millions de vues pour Google où il donne des conférences de malade mental. Il a plein de contacts et il est pote avec le FBI. Franck il a totalement plié le game. La vidéo est terminée. Si j'ai un conseil à donner, c'est faut pas qu'on devienne escroc. Parce qu'on n'est pas tous Franck Abagnale, on n'a pas tous 142 filles. Et lui il a eu beaucoup de chance aussi, hein. C'est ça qu'il faut se dire. J'ai raconté son histoire parce qu'elle est incroyable et elle est tellement incroyable qu'un film a été fait en 2002 je crois, Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks et c'est un film de Steven Spielberg. Je vous conseille donc d'aller voir le film, il est très très bien, c'est sur l'histoire de Franck Abagnale du coup. Il a été un petit peu romancé mais dans les grandes lignes ça reste ça. Et vous avez dû voir normalement que j'ai tiré pas mal d'extraits du film pendant la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Attendez, partez pas, mon watch time il est en train de se casser la gueule là. Restez un petit peu s'il vous plaît. Non, de toute façon la vidéo est terminée. Je vous remercie, passez une bonne journée. Bisous et n'oubliez pas, l'escroquerie, c'est mal.